Vous ne verrez pas un drapeau de la CCU dans cette mobilisation pour accueillir quelqu'un qui ne condamne pas ce que le Rwanda est en train de faire. Mais nous comptons sur le président Tshisekedi pour lui dire des vérités que nous souhaitons qu'elles soient dites d'État à État. Ça, c'est important. Merci. Alors, vous dites aussi que est-ce que l'État congolais devrait d'abord mobiliser au lieu d'organiser des élections? Je vous répondrai que à cette question, il faut tenir compte du fait que nous sommes une jeune démocratie qui a besoin de consolider sa structuration. C'est un choix que notre peuple a fait et que il y a une province ou deux, on va dire, qui sont aujourd'hui sous état de siège, qui ne sont pas entièrement occupés par les agresseurs. Nous venons d'assister à une élection qui vient de se terminer dans le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, où il y a aussi des agressions avec les Boko Haram et tout ça. Ils ont pu organiser des élections sur plusieurs milliers de bureaux. On a eu, je pense, quelques centaines qui n'ont pas pu ouvrir à cause de l'insécurité. Il est possible que dans certains espaces de notre pays, si l'occupation rwandaise demeure, il est possible qu'à Bunagana, il n'y ait pas d'élection et que les gens de Bunagana soient obligés de venir à Goma pour voter, ou que les gens de telle ou telle autre entité territoriale soient obligés de voter en dehors de leur entité territoriale. Mais dire qu'à cause de cette insécurité qui règne dans cette partie, nous devrions arrêter la respiration démocratique de nos institutions, ça serait quelque part faire un cadeau à nos agresseurs. M. Jean-Pierre Kayembe nous a ramené sur la question de l'EAC et de la SADC. La nature de l'agression que nous subissons, j'ai dit que c'est une agression qui avait en même temps des souches internes, mais surtout des souches internationales. Et donc, si aujourd'hui l'agresseur rwandais trouve un prétexte pour ses incursions en République démocratique du Congo, que ce soit en 1996 avec l'AFDL, que ce soit en 1998 avec le RCD Goma, que ce soit en 2008 avec le CNDP, que ce soit aujourd'hui avec le M23 de nouveau, que ce soit avant cela avec le même M23, c'est parce que sous la pression de la communauté internationale, notre pays avait été contraint d'ouvrir ses frontières à des réfugiés rwandais qui sont venus avec armes et bagages en République démocratique du Congo. Je me souviens de la position du gouvernement de M. Kengo, qui avait dans un premier temps refusé, avant d'être convoqué à Paris, plutôt à Nice, par le président Mobutu, mis sous pression par la France, la même France, dont le président vient nous visiter, pour dire, vous devez ouvrir la frontière et recevoir ces réfugiés, même sans contrôle. Donc la communauté internationale a une responsabilité dans ce prétexte de l'agression. Et donc nous sommes fondés à chercher aussi des solutions qui impliquent la même communauté internationale. Nous ne devons pas avoir honte. Lorsque le mal est venu de ce côté-là, il n'est pas exclu que nous cherchions aussi des solutions auprès de ceux par qui le mal est venu, la fameuse communauté internationale. J'ai parlé de la SADC parce que nous avons eu
au niveau de la MONUSCO une brigade internationale composée essentiellement d'éléments de la SADC et qui, ensemble avec le FARDC, ont eu un comportement extrêmement performant vis-à-vis des groupes armés qui endeuillent nos populations à l'est de la République démocratique du Congo. Il n'est pas mauvais de faire appel à cette expérience-là parce qu'elle est avérée. Elle a déjà eu lieu. Donc il n'est pas à négliger. La polémique en ce qui concerne les contrats sino-congolais, je pense que l'inspecteur général des finances avait interpellé les autorités chinoises. Ce sont les Chinois qui ont été mis sur la sellette. On a posé la question aux Chinois de respecter les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de la République démocratique du Congo. À la fin de l'exercice, l'inspection générale des finances, dont c'est le travail, se rend compte qu'ils ont au contraire accumulé les bénéfices de cet accord au-delà de ce qui a été convenu entre les deux parties, c'est-à-dire la RDC et le groupe des entreprises chinoises, et la République démocratique du Congo n'a eu que la portion congrue. C'est le rôle de l'inspecteur général des finances de poser cette question. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce que les acteurs congolais réagissent à cette interpellation de l'inspecteur général des finances. C'est à la partie chinoise à nous expliquer, parce que c'est avec la Chine que la République démocratique du Congo a conclu cet accord. Il appartient à la Chine de nous expliquer comment il se fait que aujourd'hui, elle se trouve pratiquement la seule à bénéficier d'un accord qu'au départ, nous voulions tous gagnant-gagnant. Et donc, nous attendons de la Chine que cette réponse nous vienne. Ce n'est pas un débat entre Congolais, c'est un débat entre la République de Chine, populaire de Chine, et la République démocratique du Congo. Voilà ce que j'en pense. Donc, il y a des polémiques dont nous pouvons nous passer. L'inspection générale des finances a fait son travail. Quant aux propos qui sont attribués à M. Corneille Nangaa, de deal pour faire passer le président Tshisekedi, j'ai lu ça, je n'ai pas cru moi-même, vous me direz si c'est vrai, mais si cela est vrai, quelqu'un qui s'est comporté de cette façon-là devrait en répondre devant les cours et tribunaux, lui-même. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? S'il reconnaît lui-même d'avoir manipulé le processus électoral dont il avait la charge, il doit en répondre devant les cours et tribunaux. J'ai mis ça sur le compte de ces légendes d'infamie qu'on répand dans les réseaux sociaux, mais s'il l'a dit effectivement, il devra en répondre devant les cours et tribunaux. Parce que c'est une forfaiture que d'être président de la Commission électorale nationale indépendante, de commettre une telle forfaiture et de venir s'en gargariser devant l'opinion sans avoir à en rendre compte devant la justice. Ça, c'est quelque chose qui dépasserait mon entendement. Donc, je préfère me réserver sur cette question. Si cela est vrai, eh bien, la justice a du travail à faire avec celui qui revendique cette forfaiture. La question suivante avait trait à la prorogation de l'enrôlement qui risque d'aller vers le président à l'étranger, alors que le pays est en guerre. J'ai personnellement regardé avec beaucoup de surprise les images et vidéos postées sur un site des réseaux sociaux avec des commentaires selon lesquels le président serait allé en Suisse, je pense que vous l'avez vu, pour assister à un mariage que l'on présentait comme s'étant déroulé en Suisse.
En réalité, l'événement, puisqu'il a eu lieu à Kinshasa, puisque moi-même j'y avais été convié. Il s'agissait du mariage de la fille d'un des collaborateurs du président, en l'espèce le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui mariait sa fille. Et le président de la République, avant de prendre l'avion pour la Suisse, avait tenu à aller à l'hôtel Fleuve Congo pour honorer le président Mbosso et sa fille qui se mariaient. C'est un comble de mauvaise foi. De telles attitudes inconséquentes peuvent être multipliées à l'infini. Ils font le lit de notre agresseur. Lorsqu'un pays est attaqué, et qu'au lieu de se souder derrière le commandant suprême des forces, les gens se mettent à chercher à le ridiculiser, c'est du pain béni pour l'agresseur. Parce qu'il compte en plus sur l'indifférence d'une communauté internationale recroquevillée dans des vœux pieux, des déclamations rituelles et vagues, des rudiments du droit international humanitaire. Aucune sanction, aucune condamnation de l'agression rwandaise. Et je voudrais ici, m'exprimant devant la presse nationale, dire que l'un des axes principaux de cette agression rwandaise à l'est du Congo depuis près de 3 décennies est sémantique, c'est-à-dire relatif au sens et à la signification que l'on donne aux mots. Il ne faut donc pas tenir rigueur au président Tshisekedi d'accorder aux mots l'importance ainsi qu'il l'a démontré en prenant part lui-même à cette 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a eu lieu à Genève en Suisse, parce que sa présence à la tête de la délégation de la République démocratique du Congo à ce forum a donné une forte redondance, un grand retentissement à la voix des Congolais qui font les frais depuis 1996 des agressions du Rwanda. La persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. À cette question, il faut tenir compte du fait que nous sommes une jeune démocratie qui a besoin de consolider sa structuration. C'est un choix que notre peuple a fait et qu'il y a une province ou deux, on va dire, qui sont aujourd'hui sous état de siège, qui ne sont pas entièrement occupés par les agresseurs. Nous venons d'assister à une élection qui vient de se terminer dans le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, où il y a aussi des agressions avec les Boko Haram et tout ça. Ils ont pu organiser des élections sur plusieurs milliers de bureaux. On a eu, je pense, quelques centaines qui n'ont pas pu ouvrir à cause de l'insécurité. Il est possible que dans certains espaces de notre pays, si l'occupation rwandaise demeure, il est possible qu'à Bunagana, il n'y ait pas d'élection et que les gens de Bunagana soient obligés de venir à Goma pour voter. Ou que les gens de telle ou telle autre entité territoriale soient obligés de voter en dehors de leur entité territoriale. Mais dire qu'à cause de cette insécurité qui règne dans cette partie, nous devrions arrêter la respiration démocratique de nos institutions, ça serait quelque part faire un